Salut Michel. Salut, comment ça va? Je sais que tu ne sais peut-être pas comment ça marche, les lives, mais voilà, on est live sur Facebook. Puis merci d'avoir accepté l'invitation à pied levé. En fait, parce que ce matin, je t'ai écrit, hey, écoute, viens parler de ça avec moi parce que je voulais parler de ce sujet-là. Puis de différents sujets, mais notre amitié aussi, parce qu'évidemment, avant toute chose, on était des compétiteurs dans la vie, c'est ce qu'on faisait en immobilier. Et puis là, on est rendu des bons amis. Fait qu'avant d'aller plus loin, je vais juste partager notre live sur ma page à moi. Je ne sais pas si tu as réussi à le faire, Michel. Non, pas encore. Bon, je ne sais pas si ça peut se faire en même temps, mais bon. Oui, ça pourrait se faire en même temps, je pense. Je vais juste essayer de regarder, voir. Restez là, tout le monde. On va faire notre... Bon. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. D'après moi, il y a quelque chose dans notre live qui ne marche pas parce que je ne le vois pas publié. Est-ce qu'il y a du monde qui sont là? S'il y a du monde qui sont là, mettez un petit thumbs up parce que je n'arrive pas à voir où est-ce qu'on est. Puis, je m'assure qu'on est bien live. Attends un petit peu. Non, je sais pourquoi. Attends un petit peu. Je sais pourquoi. Je vais sortir du cadre 2 minutes. Je vais demander à Marie qu'elle m'arrange ça. Salut. Il fallait que je te parle. Bonjour tout le monde. Donc, voilà, on devrait être correct. C'est notre live avec Michel Tremblay. Michel est parti en coulisses 2 secondes pour aller préparer, en fait, certaines choses. Mais voilà, je vous présente aujourd'hui un live avec Michel Tremblay. Michel Tremblay est dirigeant d'agence chez Remax Alliance. C'est aussi un très bon ami à moi. Michel, je vais activer ton micro. Je t'ai fermé. T'es-tu là, Michel? Oui, oui. Ouais. Bon, je t'avais muté quelques secondes le temps qu'on puisse faire l'introduction. Alors, voilà, je vous présentais Michel Tremblay, qui est un bon ami à moi, mais on a commencé tout d'abord à être des compétiteurs en affaires. C'est ce qu'on faisait. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce qu'on faisait. Et puis là, on est rendu des très, très grands amis dans l'investissement immobilier, dans différentes choses. On a passé à travers un paquet de choses dans nos vies, dans les mêmes étapes de nos vies. Fait qu'on est des bons amis, je pense. Puis je suis content que tu sois là et que tu passes du temps avec moi ce midi parce qu'évidemment, le but de faire des lives comme ça, c'est de passer du temps avec les gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Fait que merci d'être là, Michel. Merci de m'inviter. C'est gentil. C'est tout un honneur. Écoute, moi, oui, j'ai tellement des bons souvenirs de toi. By the way, les premiers souvenirs n'étaient pas si bons que ça. C'était dans les premières fois que je me faisais... j'allais chercher une inscription, ça allait super bien normalement. Puis là, tout d'un coup, Maxime Tardif, finalement, on va peut-être faire affaire avec Maxime. Ah oui, une fois, ça passe, je sais quoi, ça doit être un nouveau dans le coin. 2 fois encore, ouf, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Puis après ça, on a eu la chance de se rencontrer. Et j'ai compris pourquoi. Parce que c'est tout un bonhomme. Tout un bonhomme. L'équipe aussi avec ton monde autour de toi. Fait que c'est super. Puis c'est le fun qu'on ait pu développer cette relation-là. Ça me fait juste un peu bizarre, honnêtement, de voir mon nom écrit Équipe Tardif. Probablement que je vais avoir l'air d'être une... Écoute, on a les mêmes initiales, Michel, hein, MT. Ça passe partout. Déjà dit. Oui. Eh bien, écoute, avant qu'on parle, on parlait de l'actualité immobilière un peu, de ce qui se passe présentement, parce que ça intéresse plein de monde. Il y a plein de questions. Si vous avez des questions en passant, mettez-les dans le feed de nouvelles. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis Michel, pour avoir le plus d'interaction possible, si Marie-Claude peut partager sur ta page personnelle et ta page affaires, comme ça, les gens, pour les courtiers, pourront être là et nous poser des questions également. On raconte-tu rapidement, on a parlé de notre rencontre, mais notre vraie rencontre est arrivée comme suit. Puis corrige-moi si je me trompe. Michel, je t'ai appelé une journée de la fête de semaine, de la fête du travail. Oui. Je sais pas combien de temps, là. Le temps passe vite. Je t'ai dit, puis écoute, je ne savais pas qui appeler trop à ce moment-là. J'avais une opportunité d'investissement immobilier. Puis je vais appeler Michel Tremblay. Puis je t'ai dit, hey, j'ai une offre d'achat acceptée sur quelque chose. Je pense que c'est peut-être intéressant que tu viennes voir ça, puis si ça t'intéresse, on l'achète ensemble. C'est pas mal de même que ça a commencé, notre affaire de mémoire, là. Je me trompe-tu? C'est vraiment ça. Mais je me souviens, c'était la fête du travail, exactement. Pas personne qui travaillait, mais évidemment, toi, oui. Avec peut-être même ta fille en train de visiter. Je ne sais pas trop, à cette époque-là, elle était très jeune. C'était le fun de te voir aller. Nouvelle méthode, nouvelle tendance. Fait que oui, puis on a fait un super bon investissement. Puis avec le temps, ça a été très profitable aussi, cette bâtiment-là qu'on a acheté ensemble, là, oui. Fait que ça a été le début de quelque chose de bien fun.
by the way. On a partagé on a bien évolué. Ouais. J'ai toujours dit que la fin de semaine de la fête du travail, c'est le temps de faire des bons deals. Tout le monde est en congé. Tu sais, Noël, c'est pas tout le monde qui le fête, tout ça, mais la fête du travail, ça a l'air que tout le monde est en congé, puis il y a des bonnes affaires à faire dans ces moments-là. Donc, voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent, pouvez-vous nous dire si le son est correct, s'il n'y a pas trop de reverb dans le son? Faites-nous un petit thumbs up, un petit commentaire que tout va bien. Au moins, on sait qu'on est sur la bonne track, moi puis Michel, pour vous parler d'immobilier aujourd'hui, puis du marché, puis de l'actualité. Ce qui a attiré mon attention, c'est pour ça que je t'ai appelé ce matin, Michel. Puis honnêtement, c'était plutôt, comme j'ai dit, c'était plutôt, il y a beaucoup de nouvelles ces temps-ci, on parle du marché. Mais il y a une nouvelle qui a attiré mon attention qui disait, est-ce que les courtiers immobiliers, c'est dans le devoir digital? Je pense que c'est l'actualité, je pense, de l'Estrie, je pense. Puis, ça disait, est-ce que c'est les courtiers qui sont responsables de la surchauffe immobilière? Puis je trouvais la question intéressante parce que souvent, on se fait poser la question, « Hey, Maxime ou Michel ou peu importe, si tu vends plus cher, ben tu fais plus d'argent. » Fait que j'imagine que tu veux vendre le plus cher possible. Puis il y avait comme une genre de corrélation qui essayait d'être fait dans l'article. Puis j'ai dit, « Je vais inviter Michel pour en parler parce qu'il travaille avec plein de courtiers. Puis moi aussi dans mon équipe. » Fait que je suis intéressé qu'on commente d'abord là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? C'est-tu les courtiers immobiliers qui sont responsables de ça? Ben, en fait, je vais répondre plus par le système qu'on a qui est en place au Québec. C'est un système qui s'est beaucoup, beaucoup amélioré à travers les années. Puis quand je pense à l'immobilier en général, tu sais, jadis, il y avait beaucoup de courtiers qui rentraient puis que c'était plus pour des deuxièmes carrières. Et depuis, je vous te dirais, une dizaine d'années, la qualité du courtage comme tel s'est beaucoup, beaucoup améliorée. La porte d'entrée est beaucoup plus difficile, donc les examens sont plus longs, les formations sont plus longues, mais la qualité de l'enseignement, je pense qu'elle est meilleure. Puis pour tous les courtiers qui étaient peut-être pas à jour, ben les unités de formation continue obligatoires, ça a fait en sorte que les courtiers comme tels, en général, se sont tous améliorés ou ils ont décidé de laisser leur carrière de côté. Fait que ce que je pense, c'est que maintenant, avec le système de régularisation de l'information, tu sais, on est très réglementé, puis on est obligé par l'OACIQ de mettre les bonnes informations, de s'assurer d'avoir des bonnes déclarations du vendeur, de tout faire ce qu'il faut pour que quand on diffuse l'information, ça soit une information qui est crédible. Fait que cette crédibilité-là rassure le consommateur. Puis automatiquement, les gens vont être portés à aller sur les sites de courtiers. Et Centris, entre autres, les sites d'agence aussi, la tienne, la mienne, ben c'est toujours de l'information qui est très précise là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un achalandage qui va peut-être être un peu plus fort sur ces réseaux-là. Mais la raison pour laquelle le réseau est plus fort, c'est qu'en fait, il y a autrement plus d'obligations à diffuser la bonne information en partant. Et après ça, l'achalandage, évidemment. Les gens qui achètent des propriétés sont au travail, sont occupés, puis ils vont chercher des enfants à la garderie après l'école, les femmes travaillent, puis les hommes travaillent, puis tout le monde travaille. Fait que quand il y a des propriétés puis qu'ils veulent acheter une propriété, ils aiment ça faire affaire avec un courtier. Fait qu'au final, c'est sûr que les courtiers ont beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui les appellent. Mais est-ce qu'un courtier pourrait décider de créer une surenchère sur sa propriété? En fait, il y a une stratégie qui est logique, mais dans le fond, je pense que l'outil Centris puis le MLS qu'on utilise, c'est un bon indice dans tous les marchés. Même dans un marché d'acheteurs, tu visites une propriété, tu tombes en amour avec une maison, tu reviens 3 semaines après, puis elle est encore à vendre. Si tu fais un offre, ça va être en bas du prix demandé. À l'inverse, aujourd'hui, tu regardes dans le système, tu regardes dans le marché, tu vois qu'il y a une propriété à vendre qui correspond à ce que tu veux, mais qu'il n'y en a pas d'autres, bien, ça se peut que tu ailles à payer un prix de surenchère. Et dans le fond, l'effet secondaire, la corrélation directe, c'est qu'il y aura une commission qui va être un peu plus élevée, mais c'est pas basé là-dessus. L'objectif d'une surenchère, ce qui est la base, c'est d'être capable de donner le maximum à la personne qui nous fait confiance. Dans ce cas-là, le vendeur, ben, tant mieux. Voilà. Oui, bien, c'est souvent un commentaire que j'ai, puis des fois, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est sérieux. Les gens disent, ben écoute, si tu vends plus cher, tu fais plus d'argent, mais j'ai jamais pensé à une transaction immobilière comme ça. Fait que je pense qu'il y a une mauvaise conception, peut-être à certains égards, pour certaines personnes, que ben, le courtier, plus vend cher, plus fait de l'argent, mais le but ultime, c'est vraiment d'avoir la bonne stratégie pour nos clients, pour vendre évidemment au maximum du marché. On ne se cachera pas, il y a 25 de baisse d'inventaire, c'est ce qu'ils annonçaient comparativement à l'an passé. Fait qu'il y a plus de monde qui sont là pour se battre pour les mêmes propriétés. Bon, bonne chose pour les vendeurs. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour les acheteurs
Beaucoup plus difficile pour les courtiers qui travaillent presque exclusivement avec de l'acheteur aussi. Je leur lève mon chapeau parce que c'est toute une job ces temps-ci. Des fois, en tant qu'inscripteur, parce que je suis plus du côté inscripteur souvent, on se sent un peu mal parce qu'on sait le temps que ça prend de magasiner avec ces clients-là, de visiter, de faire des offres d'achat, de consulter, de conseiller. Fait que c'est toute une job, les courtiers qui ont à faire présentement. Mais je pense que c'est le marché qui est responsable un peu de la hausse des prix. Nous, on est juste là comme stratège pour mettre des mises en marché, pour arriver à obtenir le meilleur prix possible. Puis des fois, on est le premier même à être étonné de la vigueur de certains produits qu'on estimait un prix de mise en marché juste, justifié, puis qu'on va battre le marché de 100 000 avec un nouveau comparable vendu. Et c'est pas rare ces temps-ci, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Ouais. Je pense que c'est très sécurisant maintenant pour un acheteur de travailler par l'entremise d'un courtier, un peu pour toutes les raisons que je t'ai mentionnées tantôt aussi. La sécurité que ça apporte, les garanties que ça peut donner, puis aussi la stratégie qui est en arrière de ça, parce que combien de fois c'est rocambolesque, c'est difficile là, être capable de se retrouver avec 7, 8, 10, 15 offres d'achat en même temps. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est pas facile. Puis comment faire pour être capable d'arriver à trouver notre propriété, bien, c'est pas toujours évident. Fait que moi, je pense qu'actuellement, en fait, le courtier a tout son sens dans ce marché-là, mais il a tout son sens dans tous les marchés. Puis je te dirais que c'est l'outil centriste qui permet à toutes les agences puis Matrix, en fait, qui est notre outil à nous, les courtiers, qui permet à toutes les agences de partager l'information et d'avoir l'information crédible pour tout le monde. Puis le système de collaboration qui est en place. Mais ça, il faut savoir que c'est un système qui est au Québec extraordinaire et envié par beaucoup d'autres pays. On a vu Nice, on a reçu, à un moment donné, j'étais à la Chambre immobilière, j'étais sur le conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal qui est devenue la PCIQ. Et on avait eu la chance de rencontrer des gens de la Chambre immobilière de Nice qui sont venus nous rencontrer. Et quand on leur expliquait comment fonctionnait le partage, parce qu'ils n'ont pas de MLS là-bas, mais ils sont en train d'en installer un. Ils essaient d'aller chercher des membres, c'est pas toujours si facile que ça. Mais l'information qu'ils diffusent là-bas, un propriétaire peut confier sa propriété à 5 courtiers différents, à des prix différents, selon toutes sortes de méthodes puis de standards. Donc, l'uniformité pour le consommateur de l'information, savoir que tu as un one-shop stop pour aller chercher ton information, c'est pas ça qu'ils ont, eux, là-bas. Ouais. Et, quand ils sont venus nous rencontrer, ils avaient le goût d'avoir quelque chose comme ça. Et ben voilà, puis pas juste là. Il y a plusieurs petits, même aux États-Unis et en Espagne, on a vu qu'il y a bien des endroits où il y a des regroupements qui improvisent ce genre de système centriste, un système MLS, comme on l'appelait à l'époque, mais un système de collaboration, en fait. C'est un système de collaboration. Puis, mais ils ne sont pas encore capables d'y arriver, alors que nous, un peu grâce à notre régulateur, en fait, totalement grâce à notre régulateur, à cause des règles qu'on a à respecter, ben ça fait encore en sorte qu'on est bien encadré. Puis cet encadrement-là, je pense que ça sert bien le public. Fait que, ça sert bien le public parce que ça met les règles claires. Hein? Tu sais, c'est une fois, j'ai appelé, un client me demande d'appeler pour un propriétaire qui est à vendre par lui-même. Puis le propriétaire il me dit, écoute, j'ai 22 visites de prévues, 22 plages horaires de 1 heure de prévues. Puis je voyais que le monsieur, avec toute sa bonne volonté, c'était quelque chose, sa structure. Puis les règles sont tellement pas claires que le monde ne savent pas sur quel pied danser. Tandis qu'avec un courtier immobilier, les règles sont claires, sont établies. Puis tantôt, ce que tu disais, oui, tout le monde a avantage à travailler avec un courtier pour leur achat. Parce que la plupart des clients, il y a comme un mythe en immobilier, hein, genre qu'il y a une couple d'années, là, va voir le courtier inscripteur directement, là, puis tu vas faire une bonne affaire, tu vas avoir un meilleur prix, puis il va baisser sa commission ou tu vas sauver. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se disaient. Puis ce que les gens comprennent mal, c'est que ces clients-là nous ont représenté, qui nous appellent, c'est des gens avec qui on n'a pas de relation, qu'on ne connaît pas bien. C'est dur de les représenter à leur juste valeur. Puis si j'ai le choix de travailler avec un courtier qui représente des acheteurs qu'il connaît bien, qui a une relation de confiance, puis un client qui arrive du champ gauche que je ne connais pas, je vais favoriser de loin le courtier que je sens qu'il va mener cette transaction-là à terme de manière efficace. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? C'est un fait. En fait, je pense qu'il n'y a pas rien d'autre à dire là-dessus. Tu as raison 100%. Travailler par l'entremise d'un professionnel qui va t'amener une offre d'achat avec crédible. Parce qu'autant comme courtier inscripteur, on doit crédibiliser le produit, la propriété, les outils, ce qu'on a à vendre. Autant le représentant de l'acheteur doit crédibiliser son acheteur. Donc, à partir du moment où il y a toutes les... Oups! Juste une seconde. Une maison à vendre, ça l'envoie à Michel. Ben oui. En fait, crédibiliser l'acheteur aux yeux du vendeur et s'assurer que c'est de mettre la bonne personne ou en fait, de vendre notre acheteur au vendeur. C'est ça qu'on a à faire actuellement dans le marché qu'on est.
ben, je pense que ça fait toute la différence. Et oui, le support du courtier est très important. En fait, même, j'ai sorti une statistique, tu sais, je regarde le 2016, si c'était un système qui était ordinaire, ben, à un moment donné, il y aurait des failles, puis on verrait qu'on serait en perte de vitesse. Puis on a toutes sortes de compétitions qui n'est pas nécessairement de la compétition d'industrie. Toi, tu es avec Royal Lepage, on est des compétiteurs. Moi, Remax, bon. Mais on a plusieurs autres agences qui sont de la compétition. Tu vas avoir des agences à rabais et tout ça. Mais on a aussi des compétiteurs qui n'en sont peut-être pas réellement. C'est pas des courtiers, ça va être des sites de vente privés comme du Proprio. Tu sais. Mais si je regarde, depuis 2016, le nombre de ventes par année. 2016, c'était 90 000 ventes. 2017, 96 000. 2018, 101 000. 2019, 111 000. 2020, 130 000. Puis là, si on regarde, en 2021, on est rendu, en janvier, on a fait 9 724 ventes au début pour janvier complet. Et l'année passée, on en avait pour le mois complet 7 635. Fait qu'on a 2000 ventes de plus encore. Ça passe tout par le biais du système Centris, des courtiers immobiliers, de la collaboration. Donc, il y a de voir quelque chose qui marche. Puis une chose que j'ai lu aussi dans l'article que tu m'as fait lire ce matin, c'est qu'on disait qu'il y avait à peu près 2500 demandes d'assistance ou plaintes à l'OACIQ, notre régulateur qui fait notre police, en fond. Il recevrait à peu près autour de 2500 plaintes ou demandes d'assistance. Et là-dessus, évidemment, il y a beaucoup de demandes d'assistance parce que tu peux avoir des courtiers. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont pas contents. Mais pas content, ça ne veut pas dire insatisfait par rapport à leur courtier. Mais pas content parce que ça fait 4 fois que tu fais une offre d'achat sur une propriété, puis ça fait 4 fois que finalement, tu n'offres pas le prix qui est nécessaire pour être capable de l'avoir parce que tu te fais de la mille pions. Puis là, tu commences à douter des fois, comme consommateur, que c'est peut-être ton courtier qui ne fait pas le job. Alors qu'un instant, là, et on est dans un marché où si tu as 15, 20, 30 promesses d'achat sur une propriété, ben ça se peut que ça soit pas de sa faute à ton courtier non plus, puis que le prix qu'il faut que tu mettes est tellement élevé que tu peux pas l'atteindre. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de plaintes qui ressemblent à ça, mais sur 2500 plaintes et ou demandes d'assistance, il y en a 100 qui se sont retrouvés en discipline, en comité de discipline. Puis si on calcule qu'on a 130 000 ventes qu'on a faites, puis qu'on en a une centaine qui se retrouvent au comité de discipline, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a accroché, là. Puis probablement qu'il y avait soit de la négligence, soit on n'est pas trop sûr, mais il faut que ça soit, il y a une enquête qui va être montée, puis il va y avoir une audience là-dessus. Mais ça veut dire 100 sur 130 000. Wow! Pas pire quand même notre industrie. Pas pire les courtiers immobiliers, je trouve. Parce qu'actuellement, on le voit, puis je pense que le travail qui a été fait en amont depuis une dizaine d'années pour faire en sorte que les courtiers soient sharp, soient aguerris, qu'ils aient les bonnes connaissances pour être capables de guider leurs clients de la bonne façon, ben, on est là maintenant. Exact. On va passer à quelques questions. Michel, j'ai des questions intéressantes, pertinentes. Ici, Andréane, vous parlez de stratégie. C'est quoi la meilleure stratégie à avoir comme acheteur qui veut trouver le meilleur courtier ou le mieux adapté à ses besoins? C'est une bonne question, Michel, parce que toi, tu gères beaucoup de courtiers des agences. Quelqu'un qui dit, regarde, j'ai besoin d'un courtier, puis je veux savoir c'est quoi le meilleur fit? C'est qui le meilleur courtier pour moi? Par où je commence? Ben, moi, je pense que par le biais du contrat de courtage achat, on a la chance d'être capable de cibler vraiment c'est quoi le besoin. Puis à partir du moment où on a un contrat de courtage achat, moi, je considère que c'est un peu comme un permis de chasse. Avec d'abord, évidemment, le fit. Ça dépend c'est quoi le fit. Là. On parle de professionnalisme, on parle d'empathie, quelqu'un qui va être capable de se bien cerner le besoin puis d'avoir une personnalité qui fit. Ça se peut que... Mais en fait, ça, c'est important, mais c'est peut-être pas si important que ça, qu'il y ait un fit d'amitié ou de confrérie. Je pense que ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un fit de compétences. Toi, tu es là, puis tu as besoin d'avoir quelqu'un pour t'aider à trouver une propriété. Mais par le biais du contrat de courtage achat, j'ai un permis de chasse. Ça me permet d'être capable d'aller cogner à des portes, de sonner à des portes, de faire des appels pour être capable de cibler le besoin spécifique du client. Puis si dans une offre de service de courtier acheteur, tu décides de représenter un acheteur, tu lui définis clairement c'est quoi que tu vas y offrir, puis quelle démarche que tu as l'intention de faire, où et de façon précise, qu'est-ce que tu vas faire pour lui, ben tu deviens une grande plus-value pour ton client. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Michel, question pour toi, je fais du pouce là-dessus. Dans ta pratique, encore là, tu diriges une agence. Combien de personnes utilisent ce contrat de courtage d'achat? Combien de courtiers, le pourcentage, d'après toi, l'utilisent? Moi, je te dirais peut-être 10%. Actuellement, 10%. C'est pas un outil qui est utilisé comme il pourrait l'être. Puis évidemment, on a un historique ou
En tout cas, je cherche le terme, je ne le trouve pas. On a ça fait des années et des années qu'on a toujours travaillé par le biais du contrat de courtage-vente. Par contre, plus ça va, puis plus on en a des contrats de courtage-achat qui sortent. C'est pas compliqué, c'est que le contrat de courtage-achat, il est assez récent, peut-être 8-10 ans, si je ne me trompe pas. Ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est plus récent que ça, je pense, même, le contrat achat. Peut-être depuis la loi de 2012. Ouais. Fait que ça se peut que ça soit ça fait comme 9 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que là, la coutume n'a pas été établie. Puis quand les nouveaux courtiers rentrent dans les agences, par contre, les nouveaux, ils vont l'utiliser plus. Et moi, j'ai des gens qui font de très, très, très belles années de ce temps-ci avec des contrats de courtage achat. Ils ont développé leur niche et ils n'aiment pas trop ça travailler avec des acheteurs, des vendeurs, parce qu'écoute, c'est une charge énorme de travail, travailler avec un vendeur, surtout dans le contexte actuel. Et les risques sont élevés. Écoute, quand tu reçois 60 offres d'achat, puis que là, il faut que tu refuses 59 autres offres d'achat, là, ça te prend à peu près une demi-journée ou une journée juste pour être capable de faire tes signatures électroniques. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Là. Fait que voilà, non, je pense que le contrat de courtage d'achat, c'est l'outil pour ça. Ben, tandis que tu en parles du contrat de courtage d'achat, puis Andréane, je vais te répondre ma version à moi aussi de ça. Le contrat de courtage d'achat, Michel, je le dis tout le temps, j'ai dit, c'est un excellent outil, c'est le meilleur outil. C'est le meilleur outil, mais tu ne le signes pas avec tout le monde. Tu le signes avec des gens qui ont des besoins relativement spécifiques. Moi, quand j'ai des clients qui cherchent au cas de vent, puis dans mon équipe, de manière probante, là, je fais à peu près un acheteur par mois. C'est ça en quoi je m'engage à faire. Le reste va être délégué à mon équipe parce que pour moi, c'est important de rester dans le bain, de travailler avec des acheteurs, de continuer de montrer l'exemple par rapport à comment est-ce qu'on travaille avec un acheteur efficacement. J'aime ça encore le faire, mais évidemment, ma vie étant ce qu'elle est, je fais une job de gestion comme toi, je les courtiers. Alors, mais je fais tout le temps un acheteur par mois à peu près, puis le contrat de courtage, achat, c'est un privilège que je signe avec un client parce que je lui dis, écoute, je vais m'investir avec toi dans ta démarche. Je te demande de t'investir également. C'est pas pour te retenir avec moi, c'est pour que tu me donnes le permis de chasse que tu parlais tantôt pour aller trouver une propriété qui correspond à tes besoins parce que ça se peut qu'elle soit sur MLS, ça se peut qu'elle soit sur les sites d'agents de petites annonces à quelque part, ça se peut que ce soit pas sur le marché. Je suis en train de faire une des plus belles transactions de ma carrière présentement après 20 ans d'immobilier d'un client qui a des besoins très particuliers. Je l'ai trouvé pas sur le marché, cette propriété-là, avec mon contrat de courtage achat. Puis c'était quasiment impossible à trouver, puis je l'ai faite. Fait qu'il faut juste savoir comment bien travailler avec, comment bien l'expliquer à un client vendeur aussi. Parce qu'il y a une technique aussi qui vient avec ça pour être sûr que le client vendeur ne sente pas que c'est lui finalement qui paye la commission. Mais là, on tombe vraiment dans le spécifique de ce que c'est le contrat de courtage achat. Mais c'est définitivement un des plus beaux outils qui a été mis en place pour les courtiers immobiliers. Moi aussi, je suis étonné de voir que très peu de courtiers l'utilisent. Mais c'est vraiment un bel outil. Puis, Andréane, pour le choix de courtier, tu sais, c'est important de passer à travers les références. C'est des gens autour de toi qui vont te référer à un courtier qui ont déjà travaillé, qui ont été satisfaits. De voir le people proof, qu'est-ce que les gens ont à dire sur eux, sur les différentes plateformes. Tu sais, ça se peut que tu sois sur des réseaux, sur Facebook, sur Google. Tu vas avoir des commentaires pour ces courtiers-là. Bien, regarde ça, puis ça va être une bonne idée aussi, un bon exemple de ce qu'il fait comme genre de travail. Fait que passe par là, puis après ça, ben, c'est une bonne rencontre avec des discussions honnêtes et claires. Je pense que c'est important. Puis c'est important autant pour le client, puis pour le courtier d'être transparent sur ce qu'on peut faire, sur les besoins, sur ce qu'on veut faire, parce qu'on c'est pas nécessairement, autant les clients ne veulent pas travailler avec n'importe quel courtier, autant les courtiers ne veulent pas travailler avec n'importe qui. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être une bonne idée de faire passer un test de personnalité à tes clients pour savoir comment ils fonctionnent. Il y a des tests assez simples pour voir comment. Aux États-Unis, ils le font beaucoup, ça en passant. Ils le font dans leur embauche avec les clients, pour savoir comment il marche, ce client-là. C'est quoi le processus décisionnel de ces clients-là. Mais en tout cas, il y a des choses à explorer là-dedans. C'est la beauté de l'immobilier. On travaille avec des personnes, on travaille avec des gens. J'étais avec Guillaume Duluth il n'y a pas longtemps. Ben, Guillaume était là parce qu'on parlait de relations humaines. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Andréane. Je pense que c'est pas mal ça qu'on voulait dire. J'ai une autre question importante qui est intéressante, qui sort un peu du contexte. Michel, mais tu peux peut-être y répondre parce que je pense que ça va ramener dans un certain contexte. Si après une transaction, l'acheteur voit le prix qu'il a payé est exorbitant, est-ce qu'il va demander un pourcentage de remboursement? Peux-tu porter plainte contre le courtier? Bien, c'est une question qui est valable. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Qu'est-ce que j'en pense? En fait, il peut-tu porter plainte contre le courtier? La vérité, c'est sûr qu'il y aura toujours de l'enthousiasme. Quand tu vas acheter quelque chose, tu sais, la bouteille d'eau dans le désert, là, quand il y en a rien qu'une puis il y a 5 personnes, ben écoute, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui va te payer très, très, très cher. Peut-être. Peut-être qu'il va payer trop cher, mais il va rester en vie, il va avoir sa bouteille d'eau, tu sais.
plus tard, quand il va se retourner, puis il va retourner à la grande ville, puis qu'il va avoir de l'eau à 1 pièce la bouteille, ben là, ça se peut qu'ils disent, écoute, là, toi, tu m'as vendu ça ben trop cher, puis ça se peut qu'ils disent qu'il a payé trop cher après coup, mais bon. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Quand il y a plusieurs offres d'achat, en fait, c'est pas compliqué, là. Plus il y a d'acheteurs, puis plus le prix va être élevé. C'est une corrélation directe. Puis si le poids de l'achalandage crée un effet monstre sur le prix, ben automatiquement, il y a quelqu'un qui va payer bien cher. Sauf que de toute façon, une chose est certaine, on ne saura jamais les autres offres d'achat. Fait que peut-être que, comme c'est à qui je parle? Wigan, c'est ça? Mettons qu'il y a eu 30 offres d'achat, puis que c'est Wigan qui l'a eu, la propriété, qui a été, c'est lui qui l'a eu au final. Les 29 autres offres d'achat, on n'aura jamais le prix de ces offres-là. On ne le saura pas. Fait que peut-être que c'était à 1 000 $ d'écart, on ne saura jamais ça. Puis une chose est certaine, c'est que Wigan, ta propriété que tu as payée au très, très gros prix, ben, c'est le nouveau comparable maintenant. Fait que les évaluateurs vont peut-être se fier là-dessus pour être capables de baser le nouveau prix des maisons semblables à ce que tu viens d'acheter. Fait que voilà, ce serait ça ma réponse. Ce que je dis souvent aux gens aussi, quand on tombe justement dans les décisions, dans les discussions difficiles de dire, écoute, il faut faire une promesse d'achat, puis les gens disent combien il faut que j'offre pour cette propriété-là. Et je leur dis tout le temps, faites attention parce que il y a des gens que même s'ils offrent 100 000 de plus puis ils l'ont, ils vont douter finalement s'ils ont fait une bonne affaire parce qu'ils l'ont eu. Puis s'ils ne l'ont pas, ils vont toujours se dire, j'aurais dû offrir plus. Fait que c'est important que le processus décisionnel au niveau du prix revienne des mains du consommateur parce qu'en tant que courtier, je n'ai pas de boule de cristal. Je dis tout le temps, je pourrais sortir la boule de cristal, je la prendrais dans le sac, je la mettrais sur la table, mets 55 000 de plus, tu vas l'avoir. Mais ça, on peut pas faire ça, on ne le sait pas, les courtiers immobiliers. Donc, il faut vraiment que la décision vienne, ça revient à la base, le client doit être confortable avec le prix qu'il offre. Puis comme tu le dis, généralement, dans les marchés qui sont bons, ça va devenir un niveau comparable. Puis, tu sais, historiquement, Michel, ça fait longtemps que tu as un immobilier, un petit peu plus longtemps que moi encore. L'immobilier est un bon placement. Puis, tout ce que je dis à tout le monde, si les prix baissent, éventuellement, garde-le plus longtemps, puis ça va continuer à monter, puis il va y avoir plus de valeur dans ce bien immobilier-là. Mais c'est une question de temps, généralement, avant que le marché rattrape les valeurs. Donc, ouais, il faut que la décision, je pense, revienne vraiment dans les mains du client pour ces choses-là. Moi, il y a une ligne que j'aime beaucoup quand vient le temps de se partir et peut-être être en surenchère. On sait, à la veille de présenter une offre d'achat, qu'il y a 10-12 offres d'achat qui vont être déposées. Le prix demandé, on va se donner un exemple, on est à 400 000 et on a 12 offres d'achat qui est sur le produit en question. Moi, je vais poser la question, est-ce que si c'est vendu demain à 450 000 et que tu l'as pas à 450 000, est-ce que tu regrettes? Si tu es à 450 000, ouais, je serais déçu. Je serais déçu de ne pas l'avoir parce que, bon, mais ça veut dire que tu ne l'as pas mis assez haut. À 500 000, si jamais il est vendu 500 000, tu regrettes-tu? Non. Je ne regrette pas. 500 000, c'est bien trop cher. De toute façon, je ne suis pas capable de me payer ça puis tout ça. OK, maintenant, 490, à 480, jusqu'à temps que tu ne sois pas déçu si demain, tu ne l'as pas. Et entre les deux, maintenant, on va trouver le chiffre qu'on va écrire, puis ce sera celui-là, puis c'est sans regret. Il faut quand même se poser la question, est-ce que tu vas regretter? Puis si la réponse est non aujourd'hui, ben demain, il faut que tu t'en souviennes. Il faut espérer ça. Voilà. Il y avait un autre article dans la presse, je pense dans la presse, il y a une semaine et demie à peu près, c'était, je pense, une notaire qui commentait l'expérience d'achat de sa fille qui disait que, je pense, l'article se titrait « Achat à l'aveugle, les gens achètent n'importe quoi, n'importe comment ». Parce qu'évidemment, ça nous amène à parler de surenchère puis de stratégie parce qu'il n'y a pas juste le prix là-dedans. De plus en plus, on voit des offres d'achat où il n'y a pas d'inspection, où on laisse tomber beaucoup de conditions, qui est un peu un mal nécessaire, mais qui est souvent relativement calculé par les acheteurs. Qu'est-ce que tu penses de cette responsabilité-là aussi, Michel? Comment tu vois ça, toi, si quelqu'un décide de laisser tomber ces choses-là? Je pense qu'il faut que chaque acheteur doit acheter en connaissance de cause et il doit mesurer son risque. Donc, tu décides que tu achètes une propriété à 50 000 $ de plus que le prix demandé et que tu ne feras pas d'inspection, puis que tu décides de payer cash. C'est sûr que même si tu es en compétition avec quelqu'un qui sera à 460, tu as des chances de passer parce que dans le fond, il n'y a plus de problème. Et il n'y a pas de chance de la perdre, très peu de chance de la perdre dans ce cas-là parce qu'il a mis toute sa table. Fait que même à un prix plus élevé, il y a des risques suite à une inspection, il y a des demandes ou que le financement ne passe pas, puis l'autre, il paye cash, puis tout ça.
Mais il faut s'assurer que la personne qui décide de prendre le risque, elle le prenne le risque de son propre chef, que ce ne soit pas le courtier qui aille pousser dans la gorge, prend un risque, ça va à peine, c'est le même que ça va se faire, mais pas d'inspection, puis tout ça, là, ça deviendrait déontologiquement discutable. Mm. Ouais. Lucienne Lalonde qui commentait sur très peu de courtiers l'utilisent, car ce n'est pas obligatoire au Québec, mais ça l'est dans certaines autres provinces. On parlait du contrat achat, on revenait un petit peu là-dessus. Merci Lucienne d'être là avec nous. Elle disait aussi que j'ai des contrats acheteurs avec tous mes acheteurs. Merci, Lucienne, d'avoir commenté tout ça. Fait que le marché immobilier, ben, c'est la réalité présentement, les offres d'achat multiples, tout ça. Puis je pense pas que la conclusion de tout ça, c'est que je pense pas que les courtiers sont nécessairement responsables de ce qui se passe. On est vraiment des acteurs importants là-dedans. Mais je pense qu'on a un beau rôle à jouer, puis on a une chance d'accompagner des gens dans les projets immobiliers qui sont importants. Comment tu vois le marché, Michel, 2021? Ben, si on suit la tendance, mathématiquement, il y a très peu d'inventaire. Donc, comment ça se peut que le marché arrête? Je ne sais pas. Parce que comme c'est là, ce que je vois, c'est très peu de stocks qui sort sur le marché, très peu de nouvelles propriétés qui sont mises sur le marché et toujours beaucoup d'acheteurs. Puis je fais la comparaison avec les adolescents. Là, quand tu arrives puis tu fais la commande, là, puis tu as rempli le frigidaire, ben, tu te revires de bord, tu descends dans le sous-sol, tu reviens, puis tout ce que tu souhaitais manger, là, ben, il n'est plus là. Ben, c'est exactement ça qui se passe dans le marché immobilier actuellement. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de nouveau, ça se vend. Fait que, puis tu sais, on comprend que les marchés équilibrés, on disait qu'en termes de nombre de mois d'inventaire, ça, je trouvais ça très intéressant. La Chambre immobilière sort dans le baromètre immobilier à tous les trimestres combien le marché, c'est quoi la force du marché. Puis une mesure qui est très intéressante, c'est le nombre de mois d'inventaire. Et quand tu as plus de 10 mois d'inventaire, c'est-à-dire que ça prend plus que 10 mois pour écouler tout le stock de propriétés, mettons de condos dans un secteur donné, ça veut dire que tu vas dans un marché qui est favorable aux acheteurs. Donc, dans ce cas-là, si tu visites une propriété, tu reviens 3 semaines plus tard et peut-être encore à vendre, si tu fais une offre d'achat, ça risque d'être un petit peu plus bas parce qu'elle est toujours là, même si c'était la plus belle, ça va être un peu moins cher. Tu sais. Fait que dans un marché d'acheteurs, c'est vraiment ça qui se passe. Entre 8 et 10 mois, on se retrouve dans un marché équilibré. Donc, on regarde les comparables, puis on suit pas mal à ça. Puis, en bas de 8 mois d'inventaire, maintenant, on tombe dans un marché qui est favorable aux vendeurs. Et quand on se retrouve dans un marché qui est favorable aux vendeurs, si on est à 7 mois, entre 7 et 8 mois d'inventaire, ça veut dire qu'on est proche de l'équilibre. Dans le fond, c'est pas un marché qui est très, très fort pour les vendeurs. Mais quand on se retrouve à 2-3 mois d'inventaire, comme on a actuellement dans le marché, des fois 1 mois d'inventaire, bien là, ça veut dire que le stock, il y a des carences, là. Puis les gens ont besoin de se loger. Le taux d'intérêt est bas, tout est là, la conjoncture économique pour l'immobilier est très bonne. Donc, étant donné qu'il y a très, très peu de stock, je ne vois pas, moi, qu'on va être capable de mettre du stock sur les tablettes, puis qu'ils vont rester, ces tablettes. Donc, d'après moi, on en a pour encore une grosse année à voir le marché immobilier continuer d'augmenter, puis d'augmenter de façon significative. Moi, je vais peut-être faire un petit point sur une chose. Moi, j'ai trouvé que les courtiers immobiliers, depuis le début de la pandémie, ont été très respectueux en général. Il y a beaucoup d'adaptations qui s'est faite. Il y a beaucoup de courtiers qui ont été capables de s'adapter très rapidement, puis de rebondir, puis de bien faire les choses. Fait que, en tout cas, moi, je suis fier de ma profession. Je dois l'avouer, là. Oui, puis mais au-delà de ça aussi, on est chanceux. Parce qu'on peut continuer à pratiquer notre travail. Ce qui n'est pas je regarde des amis qui sont propriétaires de gym, eux autres, c'est fermé. Fait que, on est vraiment, on est chanceux, je le dis souvent, puis des fois, quand je pense aux gens qu'eux autres ne peuvent pas pratiquer leur travail, ouvrir leur entreprise de ce temps-ci, je leur lève mon chapeau parce qu'il faut avoir du courage pour passer à travers ces petits bouts-là. Michel, tandis qu'on termine sur un roleplay, je suis un vendeur, tu viens me voir pour vendre ma propriété, puis je te dis, écoute, je pense sincèrement la vendre par moi-même. Dans le marché actuel, qu'est-ce que tu dis? Bien, d'abord, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez faire? Une fois que ça va être vendu, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est ça qui est le plus intéressant pour moi au départ. Et après que je vais savoir, si tu me dis que tu veux t'en aller à Magog dans ton chalet. Écoute, Michel, on le fait pour de vrai, ça marche? Let's go! Oui, Michel, écoute, moi, j'ai cette propriété-là à vendre, je veux la vendre, mais je ne fais vraiment pas ça, je vais passer à travers un courtier immobilier parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers là-dessus, là. Ben écoute, la question se pose, puis la vraie question à te poser pour toi, Maxime, c'est est-ce que si je travaille par l'entremise d'un courtier, c'est une dépense ou c'est un investissement?
Et si, quand j'aurai conclu la conversation avec toi, tu considères que c'est une dépense, puis tu vois pas de valeur ajoutée, ben, je te recommande sincèrement de pas faire affaire avec moi. À l'inverse, si jamais tu trouves que ça fait du sens, c'est ce que je te raconte, parce que tu vois que les courtiers, les gens qui vont venir chez vous vont être sécurisés et qu'on va aller chercher un beaucoup plus grand bassin d'acheteurs et ça risque de créer, en fait, un effet peut-être de surenchère sur ta propriété. Si tu vois un avantage à ça, ben, je pense que là, on pourra travailler ensemble. Es-tu d'accord avec ça? Oui, mais comment tu peux être sûr que ça va être un investissement pour la vente de ma propriété? Là? Les commissions, c'est quand même c'est des honoraires à prendre en compte dans un processus de vente. Comment tu peux être certain que ça va être un investissement? Je ne peux pas être certain de rien. Je peux, par contre, te montrer plusieurs statistiques. Je peux te montrer une méthode de travail. Je peux te montrer une stratégie qui va faire en sorte que tu vas te poser des questions. Toi-même, tu vas t'en poser vraiment des questions parce que tantôt, j'étais justement dans une conférence que Maxime Tardif m'avait invité, puis il me racontait, je lui parlais du baromètre immobilier. C'est très important d'être capable de comprendre l'état du marché dans lequel votre propriété est située. Puis à partir du moment où on voit qu'on est dans un marché qui est très favorable aux vendeurs, ben on a un effet de levier incroyable, puis il faut être capable de l'utiliser. Évidemment, cette commission-là, si elle est offerte à n'importe qui puis n'importe comment, pas sûr. Par contre, si c'est la bonne personne qui prépare la stratégie avec la commission que qu'on va mettre sur Centris pour aller chercher notre acheteur, ben vous allez voir qu'il va y avoir un gain à faire. Mais là, pour ça, j'ai plusieurs documents à vous montrer. Malheureusement, je ne pourrais pas faire ça maintenant. Parce que je ne suis pas tout à fait préparé. On m'a pris un peu de cours aujourd'hui. Je t'engage. Good, merci beaucoup. Mais c'est un bon point. Je dis à tous mes clients, il faut me donner les bons outils pour avoir les bons résultats. Et puis, je pense que la stratégie de mise en marché, de prix, de ce qu'on va offrir comme incitatif aux gens pour venir présenter la propriété, ben, c'est important. Mais je dis à tout le monde, il n'y a jamais un meilleur moment que maintenant pour vendre une propriété avec un courtier à cause de la vigueur du marché. Le marché fait un excellent travail, qu'on lui fait confiance. Alors, puis on fait une peut-être une petite ligne pour toi, Maxime, juste avant parce que je vais vouloir le signer ton contrat de courtage, ça m'intéresse beaucoup. Juste une petite ligne avant de partir. Tu sais, tu as une personne à la fois. Ici, là, j'ai une balance. Mes deux mains, là, on va m'installer ici. Là, mes deux mains, c'est des balances, OK? Bon, d'un côté, de ce côté-là, de ce côté-là, j'ai le prix, l'achalandage, puis de ce côté-là, j'ai le prix de la maison. Si j'ai une personne à la fois qui rentre, ben automatiquement, le propriétaire, pour pas perdre son acheteur, ben il risque de baisser le prix. Puis là, moi, je me vois à l'inverse, il va baisser le prix un peu. À l'inverse, s'il y a beaucoup d'acheteurs, les acheteurs ne voudront pas perdre la maison. Fait que là, ils vont bider plus pour aller chercher un meilleur prix. Et qui a dans le marché actuellement les meilleurs acheteurs? Qui sont les acheteurs? D'abord, les acheteurs, c'est des gens qui travaillent au quotidien, à tous les jours, qui vont chercher les enfants à garderie, qui vont faire les devoirs, qui font la commande, puis ci, puis ça. Fait que c'est du monde occupé. Fait que quand il y a un courtier qui représente ces acheteurs-là, mais qui voit une propriété qui ressemble à ce que leurs clients ont besoin, quand ils font une offre d'achat là-dessus, ben en fait, quand ils voient la propriété, rapidement, ils vont être capables de faire une offre d'achat là-dessus. Puis c'est autrement plus intéressant. Fait qu'on a les meilleurs acheteurs et on a plusieurs acheteurs en même temps par le biais de nos collègues. Fait que le poids de l'achalandage va avoir une influence directe sur le prix. Puis ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans vos poches comme propriétaire. Oui. Ben, j'aime ça. Je pense que tu vas le faire reprendre ça, cette analogie-là. Très, très belle affaire, Michel. Je trouve ça intéressant. Michel, avant de partir, on ne t'a pas présenté au départ, mais tu es propriétaire de chez Remax Alliance. Parle-en un petit peu. C'est important qu'on le souligne. Bien, en fait, ça fait maintenant 3 ans que je suis propriétaire de chez Remax Alliance. Je vous dirais que c'est un peu comme dans n'importe quoi. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais un peu maladroit. Et ça a été un peu le cas aussi dans ma première année comme propriétaire, des choses à apprendre, puis tout ça. Maintenant, je dois vous avouer que je me sens très, très confortable à ma place. J'ai une équipe de direction qui est extraordinaire. Une des choses que j'apprécie beaucoup de ma gang de direction, c'est que tout le monde a été sur le terrain. Ils connaissent les rouages de l'immobilier et tu sais, une agence qui donne de la formation, je pense que c'est normal. C'est un peu comme un nez dans le visage. Tu as besoin d'être capable de te fier sur une certaine formation quand tu travailles dans un bureau de courtage. Par contre, quand tu as du coaching, parce qu'on se comprend que c'est souvent à 7h30 le soir, un samedi des fois, ou un vendredi, ou un matin très tôt que tu as besoin d'une information, puis tu en as besoin maintenant. Parce que c'est vraiment au présent que ça se passe, l'immobilier, dans des cuisines, dans des salons. Puis, fait que tu as besoin de quelqu'un. Fait qu'avec une équipe de direction qui est solide, qui est capable de coacher ponctuellement quand c'est nécessaire, les courtiers qui sont dans ton équipe,
Et ça fait une différence. Puis c'est ce qu'on a mis en place à travers les années. À travers les 3 dernières années, je vous dirais, il y avait déjà un beau travail de fait. Mais là, depuis un petit bout de temps, on a comme 4 directeurs de plus. On a un beau ratio directeur-courtier. Et ça fait en sorte qu'on est capable de suffire à la demande amplement. Puis on est en train de travailler sur des projets En fait, même une chose qui est bien intéressante, c'est qu'on a commencé à faire les mastermind groups. Fait que tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Quand tu es un nouveau courtier, ben, c'est les habiletés de base à développer. Quand tu es un courtier qui fait plus d'1 million, on n'est plus à la même place. Là, c'est plus dans le recrutement, c'est dans la gestion de personnel, c'est une business qui est bien différente. Fait qu'il faut être capable de s'adapter à chaque strate de chiffre d'affaires. Puis c'est ce qu'on est en train de faire chez Remax Alliance. On est très fiers de ça. Good, puis tu es très bon dans ton rôle, Michel, honnêtement. Pas parce que tu es mon pote que je te dis ça, mais tu es excellent dans ta mission et dans ton rôle. Question intéressante pour Wigan encore. Pour un courtier débutant, est-ce que c'est bon d'être courtier et inscripteur ou collaborateur? Moi, ma réponse à ça, c'est que c'est le destin qui va choisir ça un peu pour toi au début parce qu'évidemment, le marché est très compétitif, donc dépendamment de où est-ce que tu veux travailler. Tu sais, moi, ce que je te dirais, partir, c'est mon feeling, Michel, tu pourras me contredire, ça ne me dérange pas. Là. Partir seul de nos jours, sans une équipe derrière toi pour t'épauler, puis ça peut être une équipe de direction en passant, là, mais une équipe derrière toi pour t'épauler, que tu fasses d'achat ou du vendeur, ça va être extrêmement difficile parce que c'est rendu de plus en plus complexe immobilier. Mais je pense que tu es mieux de te faire, si tu n'as pas une grande expérience en immobilier, tu vas être mieux de te faire peut-être ton expérience sur de la collaboration au départ. Mais peut-être que je me trompe, hein, Michel? Ben non, je pense pas que tu te trompes. Par contre, je pense que les deux choix, c'est bon. En fait, si quelqu'un me dit, écoute, j'aimerais mettre ma propriété sur le marché, c'est sûr que je la prends. Ouais. Souvent, c'est que ça tombe pas du ciel au début, puis il faut que tu fasses du démarchage plus pour aller chercher tes premiers vendeurs. Par contre, au niveau des acheteurs, des fois, ça peut être... Actuellement, en fait, il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. Et c'est très bon d'aller voir des propriétés. Parce que quand tu vois des propriétés, puis tu fais le tour, tu en as visité 3, 4, 5, 10, puis tu es capable de t'assurer de faire... de suivre ces propriétés-là. Même si tes clients n'ont pas aimé la propriété, tu la suis, puis éventuellement, tu vois qu'elle est vendue. Et là, tu vas voir le prix. Tu as déjà visité une propriété, tu as vu c'était quoi. Là, tu vois qu'elle est vendue. Fait que tu commences à te faire une bonne idée de c'est quoi le marché. Et là, tu vas voir un 4,5 à Ville d'Anjou, pas dans un immeuble, pas d'ascenseur, ça s'est vendu tel prix. Ben là, maintenant, tu as une idée. Tu peux figurer aussi que s'il y avait une chambre de plus, ça pourrait être un peu plus, mais ça pourrait pas être 2 fois le prix. Même pour un duplex ou même tu es à Repentigny, tu es à Rosemont, tu sais, un peu partout, tu vas être capable de te faire une bonne idée de ce qui est le marché en ayant visité plusieurs propriétés avec un acheteur. Et que ça, c'est bien le fun. Ça te permet de te mettre à jour puis de comprendre un peu c'est quoi le marché. Et le vendeur, moi, je recommanderais en fait de parler avec, quand tu vas chercher une inscription actuellement, je pense que c'est bien important de parler avec quelqu'un qui va être solide pour t'aider. Soit ton dirigeant d'agence ou ton chef d'équipe. Mais ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un qui va te donner le coup de pouce nécessaire. Au moins d'être organisé pour faire ta rencontre, puis de t'assurer de faire des promesses. Puis si tu fais des promesses, ben ça va être juste des promesses que tu vas tenir. Tu ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. T'sais. Exact, exact. Ben, Michel, merci. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir discuter avec moi. On n'a pas la chance de se voir souvent dans nos vies personnelles. On est tous pognés dans 10 000 affaires. Puis avec des jeunes enfants, ben, quand j'ai mes enfants, j'étais avec eux. Fait que la vie sociale est de côté, mais j'apprécie ces moments-là. Fait que j'ai pas d'enjeu. Mais si j'ai le temps de prendre du temps avec toi dans des moments comme ça, ben, on partage ça avec les gens. Fait que merci, Michel. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie de ma vie aussi. Tu es un bon ami à moi. On a plein d'étapes parallèles dans nos vies qu'on a passées à travers ensemble des mêmes époques. Fait que ça a été une amitié précieuse pour moi. Fait que merci d'être là. Ben, c'est réciproque. Fait que, on se voit bientôt. Merci tout le monde d'avoir été là. Et on vous souhaite un bon week-end. Puis prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Bye bye. Ben, je suis encore live. Bonjour tout le monde. J'essaie de fermer le broadcast.